Bonjour à tous, bienvenue dans ce talk inspirant Économie circulaire et si on accélérait. Je suis Marie Vabre, journaliste de Solutions et fondatrice d'Inspirer & Co. Ravie de recevoir Amélie Rouvin, responsable engagement et économie circulaire à la direction du développement durable du groupe Veolia, et Clotilde Champetier-Mallet, chef de projet économie circulaire pour l'association Auré et fondatrice des Impactrices. Inspirer & Co a pour objectif d'inspirer les décideurs et les professionnels dans leurs actions de développement durable, de RSE et d'innovation sociale. Comment? En explorant des grands groupes ayant de fortes stratégies RSE et de bonnes pratiques à partager, des startups innovantes, des tiers-lieux ou lieux d'urbanisme transitoire, ou encore en organisant des conférences en présentiel ou des talks inspirants. Mes deux partenaires de choix, Care News, le média des acteurs de l'engagement, c'est l'actualité quotidienne du mécénat et de l'engagement sociétal au sens large. On y trouve à la fois des initiatives inspirantes, des interviews et portraits d'experts, des dossiers thématiques ou encore les dernières nominations et créations de structures. Une source d'information indispensable autant pour les professionnels du secteur que pour les novices qui ont un besoin d'acculturation sur ces sujets. Et mon nouveau partenaire dont je suis très fière, Spark News, qui travaille au carrefour des médias, des entrepreneurs, des entreprises et de la société civile pour faire émerger les bonnes pratiques, notamment à travers des opérations éditoriales internationales et collaboratives orientées sur les solutions. En anglais, on dit more with less, c'est créer plus de valeur avec moins de ressources. Il faut bien avoir en tête que c'est ça la finalité de l'économie circulaire, c'est réduire la consommation de ressources. Comment on fait? D'abord, c'est l'efficacité. Gagner en efficacité dans les flux de ressources et dans l'usage des ressources. Donc, c'est d'abord éviter le gaspillage, les matières, les ressources naturelles, l'eau, l'énergie. On a un tiers de l'alimentation mondiale qui est produite, qui est gaspillée. Ça fait partie de l'économie circulaire. C'est le premier pilier. Ça passe aussi par l'éco-conception des produits pour moins consommer de ressources tout au long de leur cycle de vie. Et puis, au fond, ça passe à revoir nos business models vers une économie plus de la fonctionnalité et de l'usage, où on loue plutôt que d'être propriétaire de biens, ce qui permet de maximiser encore une fois l'usage des ressources. C'est une entreprise française qui a réussi à devenir leader mondial sur ses activités de service à l'environnement, avec aujourd'hui une approche de la gestion optimisée des ressources, déchets, eau, énergie. Donc à travers ces trois activités principales, pour les villes, pour les industries. Et aujourd'hui, c'est intéressant de voir les synergies qu'il y a entre eau, énergie, déchets. C'est-à-dire qu'on fournit l'eau potable pour les villes, derrière, ça sort en eau usée une fois vous avez pris douche, est allé aux toilettes. Et à partir de ces eaux usées, on peut le voir non plus comme une pollution, mais comme une ressource à partir desquelles on peut produire de l'énergie renouvelable pour réalimenter les quartiers en biogaz, en chaleur, chauffer des quartiers, des piscines. La diversité des activités, ça va du traitement de tous les types de déchets, les déchets dangereux, liquides, c'est-à-dire c'est les égouts, les huiles de moteur, les huiles de restaurant, de garage, les déchets comme les piles, les batteries, les peintures, les écrans plats, du démantèlement de trains, de bateaux, d'avions, de plateformes pétrolières en mer, les trottinettes maintenant. Donc on a d'énormes équipes de chercheurs qui travaillent à développer des nouvelles technologies pour ces types de déchets très particuliers qui arrivent, ou aussi sur les micropolluants, et on travaille aussi sur la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments, qui sont souvent plus pollués que l'air extérieur. De l'éco-conception avec Seb, par exemple, pour mettre un maximum de plastique recyclé dans des appareils. On l'a fait sur un fer à repasser. Il n'empêche que ça nécessite, par exemple, 3 ans de recherche et développement. La première usine de recyclage des panneaux photovoltaïques d'Europe, puisque les panneaux arrivent sur le marché. Et donc, on est dans la technologie, c'est extrêmement complexe d'aller récupérer le verre, l'aluminium, le plastique, le silicium, de séparer tout ça. Mais c'est des tonnages considérables en termes de volume. Seulement 2% des eaux usées dans le monde sont recyclées.
Donc c'est énorme, et quand on sait les zones de water stress, enfin de stress hydrique avec le réchauffement climatique, là par exemple, il y a un énorme potentiel. On a d'Urban créé une usine de recyclage des eaux usées des industriels, ce qui fait qu'on alimente les industriels avec l'eau recyclée, alors qu'avant, ils étaient alimentés avec l'eau potable. Donc, par exemple, on travaille avec des startups comme Ecosphère dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. On récupère les invendus de supermarchés pour les donner aux associations quand ils sont consommables. Et tout ce qui est plus consommable, derrière, on le valorise en compostage ou en méthanisation en énergie. C'est intéressant, moi je trouve, de voir comment des gros acteurs comme ça transforment leur métier avec les années et s'orientent vers l'amont de la chaîne de valeur en tant que fournisseurs de matières recyclées. On cherche à travailler avec les entreprises en amont sur réduire leur production de déchets. On est sur l'efficacité, la réduction à la source et la performance du service. Veolia fait partie des premières entreprises à avoir défini leur raison d'être avant même la promulgation de la loi Pacte en France sur ce sujet. Et alors c'est difficile de résumer la raison d'être en une ligne, en slogan, parce que elle fait une page, assortie d'indicateurs clés de performance qu'on dit multidimensionnels, c'est-à-dire que on n'a pas d'un côté les indicateurs financiers et de l'autre côté les indicateurs RSE, comme c'était le cas avant. Là, le but, c'est on présente l'ensemble des indicateurs sur le même plan. On a 18 qui sont répartis en 5 parties prenantes: salariés, clients, environnement, actionnaires et la société. La performance financière, environnementale, sociale qui est au même plan. Définir les orientations du groupe en termes d'objectifs environnementaux, de faire le lien avec les différentes directions en interne, de faire le lien avec les exigences externes également de nos parties prenantes, et puis derrière de suivre ces résultats, de participer aux travaux d'organisation comme Auré, qui met ensemble les différents acteurs autour de la table, publics, privés, pour partager les bonnes pratiques. Je travaille sur des outils de mesure de la circularité au niveau de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'outils existent, mais au niveau d'un produit. Mais est-ce que l'entreprise et son business model est circulaire? Ça, c'est l'étape d'après. Ça veut dire faire attention aux effets rebonds, faire attention aux impacts indirects. On dit la triple bottom line, c'est en prenant en compte pas que l'aspect recyclage, circularité, mais aussi les aspects sociaux, bien évidemment économiques, l'investissement. Puis après, je travaille aussi sur les positionnements du groupe. Par exemple, sur le positionnement sur la pollution des océans par les déchets plastiques. On s'est posé la question, est-ce que le groupe doit aller développer des solutions en mer, dans les océans, pour aller collecter les déchets? Parce que notre métier à la base, c'est collecte des déchets. Est-ce qu'on doit le faire en haute mer? En l'occurrence, la réponse était non. L'impératif, c'est déjà d'arrêter l'hémorragie des déchets qui arrivent en mer, qui arrivent via les cours d'eau. Donc ça veut dire il faut stopper ça à terre. Et puis j'organise beaucoup de formations en interne, sur l'économie circulaire, et puis aussi d'interventions en externe pour faire partager ces expertises. Que ça a remis l'accent sur les services essentiels. Nous, on a continué nos métiers, collecte des déchets, fournir l'eau potable, traiter les eaux usées. Ce sont des services essentiels et on s'en est rendu compte, et notamment la population. Le Covid a posé beaucoup de problèmes sur le recyclage, et des changements de volume et de flux, et surtout des prix bas. Le prix des matières recyclées est indexé sur le prix du baril. Là, le prix du pétrole étant devenu négatif, derrière, c'est compliqué. Et il y a un modèle économique qui n'est pas encore là pour le recyclage. Il faut vraiment développer une industrie du recyclage. Aujourd'hui, on estime que seulement 9% du monde est circulaire. C'est-à-dire qu'au niveau global, au niveau mondial, que 9% est circulaire. Dans le recyclage des déchets, par exemple, il y a un quart des déchets qui sont produits dans le monde qui est valorisé uniquement. Il faut créer un choc de la demande. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore une demande suffisamment forte de la part des industriels, des entreprises, pour que ce soit viable économiquement. Donc pour ça, ce qu'il faudrait, c'est déjà que la réglementation évolue,
parce qu'il y a plein de freins et de barrières. Par exemple, je sais pas, dans le BTP, on est limité à un faible seuil de matière recyclée dans ces tuyaux, parce que c'est pour un usage dans la construction. Il faudrait un allègement de la TVA sur les matières recyclées pour vraiment créer la demande. Instaurer une taxe pollueur-payeur, comme on l'a fait sur l'eau en France il y a 50 ans, un prix du carbone suffisamment robuste et stable pour derrière utiliser ces financements-là pour les solutions, soutenir les solutions plus vertueuses. Et puis le rôle des collectivités territoriales, comme disait Clotilde, est vraiment important. Mettre ensemble ces différents acteurs autour de la table, les faire se parler, dialoguer et rentrer dans une coopération où on se rendre compte qu'on peut échanger des flux de matière ou d'énergie avec nos industries voisines. Le levier de la commande publique, ça représente 10% du PIB en France. C'est considérable. Il faut aider les entreprises, que les activités polluantes coûtent plus cher et à l'inverse, les activités vertueuses moins chères. Le levier de la commande publique, et puis vraiment sensibiliser et informer l'ensemble des acteurs. C'est ce qu'on essaye de faire là à travers cette session. C'est tout le monde est responsable, donc tout le monde a un rôle à jouer, que ce soit public, privé, consommateur. Depuis, le sujet a encore beaucoup évolué, parce que l'économie circulaire évolue très rapidement. Dès qu'il y a des acteurs français, je vous invite à regarder aussi sur le site de Oré, l'Institut national de l'économie circulaire, qui ont des guides pratiques, et puis en français. Mais pour les entreprises, en gros, c'est d'abord de faire une évaluation de sa situation, parce qu'il y a certainement des choses qui rentrent dans ce qu'est l'économie circulaire, pour aller regarder qu'est-ce qui peut être optimisé en termes de flux. Donc aller explorer les opportunités, et puis ensuite c'est faire l'arbitrage de ces différentes opportunités en s'assurant de prendre en compte vraiment les paramètres, comme disait Clotilde, dans une approche holistique pour éviter les fausses bonnes solutions. Comme on a vu il y a quelques années avec les biocarburants de première génération, on peut arriver avec des fausses bonnes solutions si on se concentre par exemple que sur l'indicateur climat. Ça peut nécessiter de la remise en cause, quand on travaille avec des industriels, des lignes de production, de process. Donc ça prend du temps, d'avoir une approche globale, d'aller discuter avec tous les départements. On va discuter avec les achats, avec les fournisseurs, avec les opérationnels, avec le business. Et ça permet donc de désiloter. Et aussi chez le client, même nous, je vois chez Veolia, on est maintenant ce qu'on appelle One Veolia, c'est-à-dire qu'on n'est plus séparés avec l'eau d'un côté, les déchets de l'autre. On va voir le client avec cette approche globale de gestion des flux. Et ça change beaucoup de choses. C'est en train de se mettre en place, ça se fait pas du jour au lendemain. On a la chance d'avoir quand même en Europe des avancées sur le sujet avec le paquet économie circulaire de l'Europe. La France vient de sortir la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui apporte beaucoup d'avancées. Par exemple, dans le BTP, on passe de diagnostic déchets à diagnostic ressources. Rien que ça montre l'évolution avec, je dirais peut-être quand même un petit bémol sur cette loi qui est plutôt une loi de transition qu'une loi vraiment de transformation en profondeur. Et Clotilde parlait de l'importance des filières, de ce travail que fait Oré sur les filières. Et là, on aurait pu être plus ambitieux quand même sur l'éco-conception, sur l'économie de la fonctionnalité, la comptabilité intégrée, sur la consigne aussi. Amélie, j'avais envie de finir sur des questions un peu plus personnelles, toujours liées à nos sujets. Des points qu'on sait moins sur ton parcours. Tu as reçu le prix international des femmes leaders en développement durable, WBCSD, dans la catégorie Génération Future. Tu fais partie d'Éclore, une association et un mouvement qui questionne les représentations et les pratiques au travail pour plus d'humanité. Tu es intervenue à leur événement annuel Debout citoyenne sur le thème du leadership et sur l'écologie intérieure. Tu es aussi l'auteur de l'ouvrage Clés pour le coaching aux éditions Maxima, sorti en 2004. Tu fais le lien avec ta pratique du développement durable au quotidien. Donc, c'est très inspirant. Est-ce que tu peux nous raconter tes références, tes sources, nous expliquer un peu ces liens? On travaille chez Veolia avec Dominique Bourg, par exemple, et j'aime beaucoup son approche
de laquelle je me sens proche parce qu'il a une approche qui est holistique, une vision, je dirais, humaniste de l'économie circulaire dans la gestion des ressources. Et donc, il n'est pas mono-sujet, par exemple, que sur l'énergie et donc à arriver à la conclusion du nucléaire, parce que ce sont des sujets qui sont complexes, tout est imbriqué, parce que derrière tout ça, c'est de l'humain et c'est des comportements. L'économie circulaire, je trouve, embrasse vraiment de manière globale ces sujets qui sont pas que environnementaux, qui sont économiques et humains. Et donc ça rejoint, je trouve vraiment mes deux passions qui sont d'un côté l'environnement dont j'ai fait mon métier et puis de l'autre côté le coaching dans lequel je suis depuis 20 ans, c'est le développement de l'être, de l'individu, puisque c'est lié. Et je trouve que le monde a besoin de ça. Le monde a besoin de plus de féminin. Le monde a besoin de plus de coopération, d'être dans le partage et non plus dans la compétition, en silo, d'être en réseau plutôt qu'en pyramide. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui se polarise de plus en plus. On est contre les grands groupes, on oppose le privé au public, les ONG aux entreprises. Moi, j'ai passé des années à me battre, à lutter contre des injustices, des choses que je voyais qui m'énervaient, qui fonctionnaient pas bien. Et puis, je me suis rendu compte que plutôt que d'être en réaction vis-à-vis de l'extérieur, c'était d'abord ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur que je devais faire. Et donc, ce que j'appelle l'écologie intérieure, c'est de mettre en cohérence ma vision, cet alignement avec ce que je cherche dans le monde. Et c'est pendant des années, ça fait 20 ans que je suis dans le développement durable, j'ai vu beaucoup de personnes responsables dans le développement durable qui, à titre personnel, ne le vivaient pas du tout. C'est leur fonction, leur métier, point. Et donc cette incohérence-là, moi, m'avait beaucoup questionnée. Et donc je trouve qu'avec ce principe d'écologie intérieure, et peu importe notre métier, peu importe notre organisation, ça aide à cet apaisement